Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, de nombreux invités ce matin, je vous le disais, nous continuons 11h midi, vous savez, c'est un espace de débat tous les jours sur cette antenne, sur l'antenne de Sud Radio, tous les jours nous débattons avec des invités venus de tous bords politiques ou d'autres horizons quand nous abordons d'autres sujets, mais ce matin évidemment nous continuons à parler de ces émeutes qui ont étonné la France, disons-le, nihilisme autodestructeur, et dit Daniel Cohn-Bendit. Je trouve l'expression assez bonne, du nihilisme autodestructeur, mais il y a plus que ça aussi derrière ces émeutes. Alors aujourd'hui tout le monde a constaté les dégâts, il va y avoir réparation, mais au-delà des réparations, maintenant il va falloir trouver des solutions pour que ça ne se renouvelle pas, ce qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, qui peut dire tout de suite, du jour au lendemain, j'ai la solution, on va tout arranger, tout va bien se passer? Bon, c'est beaucoup plus difficile que cela. Parmi toutes les solutions mises en débat, il y a les sanctions. Solutions. La sanction n'est pas une solution, mais dans tous les cas, la sanction semble nécessaire pour beaucoup. Alors, quelles sanctions pour les familles de délinquants condamnés? Faut-il sanctionner les familles? Faut-il des sanctions financières, des expulsions de logements sociaux, par exemple? Invité Arnaud Robinet, maire de Reims. Bonjour. Arnaud Robinet, merci. Razi Hammadi, qui est ancien député socialiste de Seine-Saint-Denis, Montreuil et Bagnolet. Bonjour. Razi Hammadi. Et puis Robert Ménard, qui continue avec nous jusqu'à 11h30. Tout à l'heure à midi, j'aurai un autre invité, Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Bien. Alors, d'abord, qui a la solution? Vous étiez vous aussi hier à l'Élysée? Non, vous n'étiez pas allé. Vous n'étiez pas invité. Bon. Si, j'étais invité. Vous étiez invité, vous n'êtes pas allé. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Robert Ménard y était. C'était une conversation à bâton rompu avec le président de la République et entre maires, parce qu'il faut, moi je le dis, toujours ici, s'il y a des élus qu'il faut écouter, ce sont bien les maires. Ils savent mieux que personne ce qui se passe sur le terrain. Ils connaissent les problèmes, ils savent les insuffisances, les défaillances, ils savent les engagements qui ont été pris, souvent pas tenus, notamment les départs des services publics, pas partout dans les banlieues, parce que Robert Ménard me disait tout à l'heure, mais non, moi dans mes quartiers, les services publics sont là. Vous aussi, vous dites la même chose? Mais bien évidemment, avec l'impulsion de l'État, l'impulsion des collectivités. Vous savez, je fais toujours la comparaison. Il y a une jeunesse que l'on n'entend pas et qui, elle, n'a pas accès aux mobilités, n'a pas accès aux services publics. C'est la jeunesse dans le milieu rural. Oui. Mais aujourd'hui, dans nos quartiers, les services publics sont là, les équipements sportifs sont là, les équipements culturels sont là, les maisons de quartier sont là. Donc, non, les quartiers ne sont pas abandonnés. Oui, les quartiers ne sont pas abandonnés, parce qu'on entend ça. Les quartiers ont été abandonnés. Il y a l'idée sous-jacente, vous savez, en plus une autre, d'abord ça c'est pas vrai, vous avez raison de le dire, c'est la pauvreté. Enfin attendez, la pauvreté elle n'existe pas dans les campagnes françaises, dans les villages français, ils cassent pour autant, bien sûr que non. Il y a des problèmes qui ne se réduisent pas au soi-disant abandon de l'État ou des collectivités, et à la pauvreté. Bien sûr que les gens sont... On a tous les chiffres sur la pauvreté dans ces quartiers, mais ça explique pas tout. Je ne crois pas que si on nous disait la politique de la ville, on double l'argent, on aurait réglé les problèmes. Pas du tout. Je suis persuadé que ça renvoie à des choses plus graves, plus profondes et plus difficiles à régler que l'histoire d'argent. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec ce point, d'autant que en termes d'exécution, si vous doublez les budgets alloués à la politique de la ville, encore faudrait-il que tout ce qui a été voté pour être dépensé l'année dernière le soit. Alors, on n'a pas dépassé les 20% pour le moment sur le crédit de l'année dernière. Donc, juste pour l'anecdote. Donc non, c'est pas... C'est-à-dire que l'argent que l'on verserait dans les quartiers ne réglerait pas tout. Non, bien sûr que non, puisque on est plutôt, on est tout à fait d'accord. Après, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites autrement? Sûrement, sur la mixité à l'école, par exemple, que les populations se mélangent. Mais là aussi, on est face à certaines hypocrisies. Je sais, vous allez recevoir le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis tout à l'heure, mais on est quand même, par exemple, dans des situations qui sont quand même un petit peu particulières et bizarres en Île-de-France. Vous avez l'Académie de Créteil, l'Académie de Paris. L'Académie de Paris
se plaignent d'avoir moins d'enseignants parce qu'il y a moins d'élèves, et vous avez d'autres académies où ça augmente, où on a des classes surchargées avec de l'homogénéisation sociale, c'est-à-dire les gens se ressemblent, les plus pauvres sont ensemble, etc. Il y en a qui ont proposé de fusionner les deux académies. Vous avez 2 personnes de gauche, vous en avez une de gauche, notamment un maire de Paris, qui dit non, moi je suis contre. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si on veut défendre un certain nombre de principes, on peut les défendre, mais il faut qu'on soit tous d'accord. Alors, sur la pauvreté, oui, il y a de la pauvreté. Le phénomène qui est nouveau, c'est qu'on a, justement, parce que l'ascenseur social fonctionne, parce que l'ascenseur social fonctionne, ceux qui arrivent à s'en sortir, qui se barrent. Donc vous avez 25% de la population des quartiers qui chaque année part. C'est-à-dire ceux qui arrivent à attraper des diplômes, ceux qui tiennent les rênes un petit peu de leur destinée avec l'aide de l'État républicain, etc. Ils partent. Donc vous avez... Oui, soulignons qu'il y a des réussites dans ces quartiers. Bien sûr, je voudrais quand même... J'ai mis en avant, moi, des familles qui venaient d'Algérie, à côté de chez moi d'ailleurs, en Algérie, où je suis né, pour dire ça. Il n'y a pas que des échecs. Le problème, moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, c'est quand même qu'il y a des villes ou des petits villages qui sont... Alors, la politique pour les logements sociaux, les obligations, c'est à 3500, au-dessus de 3500, mais qui sont d'un égoïsme total. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas recevoir un certain nombre de familles. Moi, je reçois les plus pauvres de plus pauvres, et eux, ils préfèrent payer des amendes parce qu'ils n'ont pas les 20% ou les 25% de logements sociaux, plutôt que d'accepter un certain nombre de familles. C'est ça la réalité. Vous savez, quand on attribue, je vais vous raconter un truc. Juste, quand on chacun va. Quand on attribue des logements, moi, il y a des comités, des commissions d'écale, ça s'appelle, où on attribue les logements. Vous savez que je peux pas. Vous ne pouvez pas. Je peux pas dire que je préfère, par exemple, des familles qui travaillent et des familles qui travaillent pas. Je n'ai pas le droit de le dire. Alors, je n'ai pas le droit de le dire. C'est très important ce que dit monsieur Ménard. Et encore, lui, il a un petit peu la main, si je peux me permettre, parce qu'il préside sa communauté d'agglomération. Et donc, vous avez la commission intercommunale d'attribution. Mais sur 100 logements sociaux, le président d'une communauté d'agglomération ou un maire, il a la main sur 7-10%, puisqu'ensuite, vous avez ce que l'on appelle les contingents préfectoraux. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que vous avez les 20-25% qui, tous les 3-4 ans, s'en sortent et se barrent, ils sont remplacés par des gens qui sont considérés comme prioritaires par le DALO, par la préfecture, et en général, des gens qui parlent à peine français. Vous avez des mineurs qui faisaient, qui étaient en guerre. Qui faisaient la guerre. C'est-à-dire, c'est des enfants soldats que vous balancez dans des quartiers en difficulté, en Seine-Saint-Denis, que vous retrouvez qui vivent dans le même quartier que des jeunes qui sont déjà en difficulté. Donc, il y a des choses encore que l'on peut faire. Mais en effet, ça n'excuse pas. Il y a des situations difficiles. Mais il y a une crise morale, et la crise morale, c'est pas une question financière. Je suis très heureux qu'on aborde ce sujet de ce qu'on appelle la politique de peuplement de nos quartiers. Je prends l'exemple de la ville de Reims. 45% de logements sociaux. Et quand je parle de logements sociaux, on est sur du 45% de logements sociaux. Nous sommes sur du PLAI. Les PLAI, c'est les plus pauvres des plus pauvres. Les plus pauvres des plus pauvres. La rénovation urbaine, grâce à l'ANRU, c'est depuis 2008 1 milliard d'euros investis dans nos 7 quartiers prioritaires de la ville. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'à Reims, pour avoir un logement social, la durée moyenne était de 8 à 9 mois. Nous sommes proches de la région parisienne. Et de ce fait, nous avons eu un certain nombre d'habitants de la Seine-Saint-Denis, sans stigmatiser qui que ce soit, mais qui ont fait des demandes de logement à Reims. Ne voulant peu de vacances, les bailleurs sociaux, bien évidemment, acceptent. Vous rajoutez à cela la loi DALO avec le préfet ou l'État qui nous impose à reloger ou accepter certaines personnes. Et ce qui fait qu'on a ajouté de la misère à la misère, de l'insécurité à l'insécurité, de la pauvreté à la pauvreté. Et donc ces quartiers explosent. Et je ne parle pas non plus des confrontations entre communautés. Parce qu'on a eu l'arrivée des communautés guyanaises, tchétchènes et autres. Et donc derrière, en termes d'appropriation de territoire, ça explose. Et donc, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, avec Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, et présidente de l'ANRU, mais notamment en tant qu'élue locale, et c'est mon adjointe au logement. Nous regardons aujourd'hui, tous les dossiers de demande qui passent dans les cales. Et nous refusons toute personne venant de l'extérieur du territoire rémois qui demande un logement, mais qui n'a pas de projet professionnel ou qui est sans emploi, etc. Donc là, il y a véritablement... Si je viens de Paris, de la région parisienne, si je n'ai pas d'emploi, je ne peux pas trouver un logement social à Reims. Je ne peux pas prétendre à un logement social. En tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que le dossier, il est mis en bas de la pile.
Parce qu'on ne peut pas accepter. Parce qu'il y a des systèmes de priorité. Et il faut avoir. Et moi, je reconnais que notre sous-préfet à Reims et le préfet de la Marne nous accompagnent. Parce que vous travaillez tous en commun. On travaille tous en commun. Ça, on va en parler. Pardon, je trouve formidable. Vous avez compris, on n'a pas les mêmes idées politiques. Mais bien sûr. Et finalement, dès qu'on parle des choses concrètes et tout, on se retrouve immédiatement. Vous êtes là, tous les trois. C'est bien parce que vous n'avez pas les mêmes opinions politiques. Et ce que je trouve bien, et je trouve que au milieu du bordel actuel, c'est positif qu'on se dise, il y a peut-être, on peut ensemble peut-être construire une réponse sans démagogie, sans slogan, sans je sais pas quoi. Pourquoi, chers collègues ? Parce qu'en fait, en tant qu'élu local, quel est notre objectif ? C'est que les gens aient une qualité de vie et une qualité de ville dans l'ensemble de la ville et dans nos quartiers. Et que nous souhaitons que les 95% des personnes qui vivent dans nos quartiers puissent vivre. Enfin, vous êtes là, pardonnez-moi de vous dire, vous êtes là au service de la population, des citoyens, pour essayer d'améliorer les choses. Oui, mais après, vous avez... Je rappelle, attendez, on va faire une pub, Razi. Razi Hammadi est socialiste, vous êtes... de la droite. Vous êtes droite, mais non encarté, hein. Absolument, dans son cas. Et Arnaud Robinet est Horizon, proche d'Édouard Philippe. Il est 11h16, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h19, un petit tour de table. Quand on est maire, on éprouve d'énormes difficultés à engager, je sais pas moi, une rénovation, une construction, ou... pourquoi ? La lourdeur administrative, toujours et encore, plus encore qu'avant ? C'est trop compliqué. C'est vraiment et là, trop honnêtement, compliqué. il l'a même compris, Emmanuel Macron, puisque une des seules choses les plus concrètes qu'il a proposées, c'est de dire que quand on va, par exemple, reconstruire un certain nombre de bâtiments qui ont été brûlés, on va pas recommencer toute la procédure avec les permis de construire, tout est trop compliqué. Moi, honnêtement, je me retrouve dans des réunions où le charabia employé, alors c'est pas mon métier ce charabia, je comprends pas, c'est une espèce de sabir où chacun s'abrite derrière des sigles, des mots, je ne comprends pas de quoi on parle. Et il y a trop de réunions. Moi maintenant je passe ma vie en réunion, alors je suis le président de l'agglo en plus, l'agglomération, le SCOT, personne ne sait ce que c'est, je vous rassure tout de suite, et on oublie. Le SCOT, c'est un truc qui regroupe plus... Non mais vous rigolez, J'en rigole. Jean-Jacques, c'est pas rigolo parce que le temps que qu'on passe dans ces réunions, ça vous le fait pas. J'ai toujours un exemple. Je le disais hier, on est en train de regarder comment on va. Arnaud Robinet, maire de Reims. Combien d'habitants à Reims, rappelons ? À peu près 190 000. 190 000. La ville-centre. Et la communauté urbaine, c'est à peu près plus de 300 000 habitants. Je donne toujours un exemple. Quand on décide de construire une école. Ou même un équipement public. Vous voyez, j'avais pris la décision de mettre un équipement public, la grande patinoire de Reims, dans un QPV. Un quoi ? Un quartier prioritaire de la ville, un quartier, voilà. Même nous, on prend des titres. Vous prenez des titres. Mais je donne un exemple. Pardon, si je décide aujourd'hui, au moment où on se parle, de dire je prends la décision de construire une école dans tel ou tel secteur de la ville, je sais qu'il va me falloir 5 à 6 ans avant d'y mettre le premier élève. Non. Mais bien sûr que... Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité. Je vous raconte une anecdote dans le cadre de mes activités professionnelles et sur un aménagement en Croatie. Le maire me dit, bon, Razi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je lui dis, c'est quoi la mauvaise nouvelle ? La bonne nouvelle, il me dit, écoutez, en termes de hauteur, vous pouvez faire 17 mètres. Je fais d'accord. Je fais, c'est quoi la mauvaise nouvelle ? Il fait, on peut commencer les travaux que dans un an. Moi je viens de France, n'importe quel projet d'aménagement c'est 5-6 ans, 7 ans. Non, mais ça a des conséquences sur la façon dont tout le monde fait de la politique. Parce que du coup, quand tu sais que ça va mettre autant d'années, et encore plus que le mandat, ça veut dire que tu vas essayer de trouver par ailleurs des trucs dont je suis pas sûr que ça serve à grand chose, parce qu'il faut bien que tu montres à ta population que tu fais un certain nombre de choses. Construire, et encore là c'est compliqué, mais même il y a des choses plus compliquées. Aujourd'hui tu te dis je vais changer mon centre-ville, je vais refaire des rues piétons et tout, tu peux le faire là, mais sur le reste, sur ce qui compte, sur comment tu intègres mieux les gens, comment tu fais que les écoles elles marchent mieux, mais
Pourquoi tu te jettes pas là-dessus? Parce que ça, c'est 10 ans, 15 ans. Et pardon, entre-temps, tu as 1-2 élections. Et les gens, ils veulent des résultats. Deux, trois questions à vous poser sur ces émeutes. D'abord, je voulais l'exemple de l'arbre, ça m'intéressait, là, Arnaud Robinet, ce que vous disiez pendant la pub. Non, mais c'est là où, quand on parle de décentralisation et de responsabilisation, notamment des maires, aujourd'hui, lorsque vous avez besoin de couper des arbres, alors c'est des alignements d'arbres, je précise, pour un projet d'aménagement, refaire une voirie. Aujourd'hui, on demande des pistes cyclables. On est obligé parfois d'élargir les voiries et donc de couper un certain nombre d'arbres pour faire les pistes cyclables et autres. Maintenant, vous ne pourrez plus prendre la décision en tant que maire. Il va falloir que tout soit validé par le préfet de département. Ah bon. Voilà où on en est aujourd'hui. Et hier, le chef de l'État, puisque vous êtes proche de sa majorité, c'est amusant, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, vous avez compris, il a expliqué qu'il fallait nous redonner du pouvoir, qu'il fallait décentraliser, qu'on décide un peu plus de choses. Je veux dire, nous verrons. Mais ça sont des paroles. Nous verrons, moi, le concret. C'est un peu contradictoire là encore, parce que c'est de mettre en cohérence un petit peu ce qu'il faudrait faire et ce qu'on dit. 2 exemples il faut concrets. surtout faire ce qu'on dit. Par exemple, sur on dit qu'il faut moins artificialiser les sols, etc., ce qui est un objectif, et la sobriété foncière qui est louable en soi. Et on dit que ça va être au niveau des régions que le schéma régional d'aménagement qui contraint comment on aménage au niveau d'une collectivité se fait. Donc c'est nouveau, c'est-à-dire qu'au niveau de la région, on va un petit peu encadrer la politique urbaine du maire. Donc à la fois on dit dans la même semaine, il faut donner plus de pouvoir au maire, et au même moment, on dit la contrainte urbaine, c'est la région qui va la décider. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un pays où on dit oui, les gens demandent tout à l'État. Oui, mais parce qu'ils ne peuvent pas demander grand-chose à leurs élus locaux. C'est-à-dire, à part qu'ils soient à portée de baffe, l'élu local, il peut faire 2-3 trucs. Oui, mais nos concitoyens ne savent pas. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas tout ça. Et ils ne savent pas qui a les compétences. Ils ne comprennent rien du tout. Et on les comprend d'ailleurs. À quoi ça sert une agglomération? Mais non, mais personne ne sait. Il n'y a que les élus qui savent. On fait la confusion, ils font la confusion. Sauf que quand les poubelles elles sont pas ramassées, c'est le maire qu'on vient voir. Le mec, si tu lui dis c'est alors moi c'est le même, mais quand c'est mais le mec il croit que tu te défausses, tu sais. Tu lui dis ça. Les transports en commun, il vient te dire mais pourquoi les bus ils sont passés par là, ils sont en retard et tout. Tu lui réponds c'est l'agglo. D'abord il sait pas ce que c'est l'agglo et il s'en contrefout. Ce qui est le seul mec avec qui il peut s'engueuler, c'est vous. Une des réponses à ce que nous vivons. Parce que le monde est devenu plus compliqué. Parce que les défis nécessitent d'être plus réactifs. C'est la décentralisation. Or, moi, depuis le début des émeutes, j'ai entendu personne parler de ça. À part rappeler des propositions qui sont les mêmes propositions qu'on en parle ce matin. Ça me fait plaisir, parce que moi, je suis un fervent défenseur de la décentralisation. Parce que ce que disait M. Ménard tout à l'heure sur... il va nous quitter, Robert. Oui, non, mais c'est très important. Ce qu'il disait sur le logement. Oui. Aujourd'hui, il y a des dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des collectivités qui leur est dû. Pourquoi on donne de l'argent de la solidarité nationale, des impôts à des collectivités qui disent « Moi, je ne veux pas les ennuis, moi, je ne veux pas construire de logements sociaux, je ne veux pas construire d'écoles, j'ai ce qu'il me faut. J'ai des retraités, comptent des sous, ils sont très bien. Dans ce cas-là, on lui enlève de sa dotation et les collectivités qui construisent, qui font des écoles, qui font des équipements, on leur donne l'argent. Et on passe des contrats locaux. Alors moi, je vais même aller plus loin. Moins consensuel quand vous allez dire ça au maire. J'attends. Mais je vais aller plus loin. Ah oui. Je ne vois pas pourquoi les collectivités. Merci. Non, mais juste pourquoi les collectivités qui n'acceptent pas ou qui ne sont pas en règle vis-à-vis du pourcentage de logements sociaux dans leur commune et qui préfèrent payer des amendes que d'avoir ces fameux seuils de 25%. Pourquoi ces villes bénéficient je dirais de la rénovation urbaine et de l'argent de l'État et notamment de l'ANRU dans le cadre de la rénovation de certains voilà, donc il faut que ce soit du donnant-donnant. Bon, on va poursuivre ce débat. Nous restons tous les deux, mais avec des auditeurs qui sont là. Nous restons tous les trois, pardon. Des auditeurs qui sont là, Mohamed et Richard notamment, qui ont envie d'intervenir. 0826 300 300. J'aime bien ce débat parce qu'il est constructif, parce qu'on essaie de réfléchir, on essaie d'avancer des solutions, on souligne ce qui ne va pas. On n'est pas là à s'invectiver. Pour s'invectiver, on est là pour essayer de faire avancer les choses. Mohamed, Richard, dans un instant, Sud Radio, 11h27. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h30. C'était lundi soir. Emmanuel Macron a visite surprise, un commissariat. Il a rencontré des policiers de la BAC et il échangeait avec des policiers de la BAC. C'est le Parisien qui raconte qu'a dit le président de la République. Il faudrait qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles. Propos donc rapportés par le Parisien. Sanctionner financièrement et facilement les familles.
C'est un propos, c'est facile de dire ça, non? Oui, ça c'est facile de dire ça. Je sais pas, je connais le contexte, mais bon, vous savez, je me rappelle plus l'auteur de la citation qui disait l'important c'est pas tant la dureté de la peine que sa certitude. Oui. Donc l'important c'est qu'il y ait une peine. Voilà, c'est ça. Après, que ça soit une sanction financière, que ça soit des travaux d'intérêt généraux, etc. Après, sur la sanction financière... L'important, c'est la peine pour montrer une autorité. Tout à fait. La sanction financière, pour montrer une autorité, et qu'elle serve d'exemple. Oui. Y compris pour ceux qui regardent le sanctionner. Le problème que l'on a, c'est qu'il n'y a pas de certitude de la peine, justement. Pas tant sa dureté ou pas, c'est qu'on se dit, elle ne sera pas appliquée. Donc plutôt que d'avoir un concours Lépine à chaque émeute de la mesure qui fera qu'on montrera qu'on est le plus dur, etc., regardons ce qui existe. Ce qui existe, c'est que, par exemple, l'expulsion, etc., ça existe. Ce qui existe aussi, c'est les sanctions financières. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 30 000 euros en termes de responsabilité parentale. C'est dans la loi. 30 000 euros, ça fait quand même des années, quelques dizaines d'années d'allocations familiales. Les allocations familiales, ça dépend des cas. Quand vous avez une famille monoparentale, que la maman travaille à temps partiel, qu'elle a 3 gamins, qu'il y en a un qui fait n'importe quoi, on sanctionne peut-être l'ensemble de la famille, et vous avez des gens qui se battent. Vous avez une grande majorité de parents qui sont vous avez beaucoup de parents, excusez-moi, qui sont démissionnaires. Mais vous avez aussi des femmes seules, monoparentales, 25% qui se battent, qui sont face à des dragons. Voilà, des gremlins, comme on dit. Vous avez des sauvageons, comme disait un ancien ministre de l'Intérieur. Même les parents n'en peuvent plus. Ils vous parlent de leurs enfants avec les larmes aux yeux. Il y en a qui font le maximum, il y en a qui peuvent pas. Et donc, vous avez par exemple une mesure très intéressante. Vous avez parlé tout à l'heure des maires. C'est l'ancien maire de Rieux-la-Pape qui avait mis en place quelque chose qui est très bien. Très, très, très bien. Il avait dit quoi? Il avait dit, on va conditionner les aides sociales qui dépendent de la collectivité, CCAS, etc., au fait que lorsqu'un gamin fait des conneries, les parents acceptent d'être accompagnés. S'ils n'acceptent pas d'être accompagnés, nous on coupe les aides au niveau local. On pourrait peut-être faire ça aussi au niveau des allocations familiales. Généraliser. Parce que Arnaud Robinet, vous allez nous raconter ce que vous avez engagé à Reims. Oui, c'est ce qui existe. Par exemple, on met en place l'accompagnement autour de la parentalité. Les personnes viennent parce qu'elles savent que si elles ne vont pas... C'est quoi l'accompagnement autour de la parentalité? C'est comment? C'est très simple. Concrètement. Respecter, votre enfant doit aller à l'école, lutter contre l'absentéisme scolaire, accompagnement d'une assistante sociale pour des difficultés. C'est-à-dire qu'un parent qui se sent en difficulté, parce que son enfant se comporte pas correctement, peut consulter, être aidé, être accompagné par... Et on a ouvert jeudi soir, à quelques heures des émeutes, dans un quartier de notre ville, un centre de parentalité avec les associations, etc. Et de nombreuses familles étaient là, étaient heureuses d'avoir à disposition cet outil qui pourra les accompagner. Ça permet de détecter. Et ça permet surtout de détecter. Mais derrière, le sujet, bien sûr qu'on peut tout imaginer, la suppression des allocations familiales, avec les conséquences que ça peut avoir pour la fratrie et pour la famille dans son entièreté, la question de la suspension des allocations versées par les CCAS, et c'est sur ce quoi nous travaillons à Reims pour responsabiliser bien évidemment les familles, mais il y a le sujet également de l'absentéisme scolaire qui est à mettre sur la table. Qui est un indice. Moi je fais des rappels à l'ordre à Reims. Je convoque les enfants et les familles dans la salle du conseil municipal. Je suis entouré d'un policier municipal, d'un représentant de la justice, et nous les convoquons. Je suis effaré. C'est une convocation officielle. C'est une famille sur 2 qui se déplace. Au bout de 2 fois, souvent les mères et pas les pères. Souvent les mères et pas les pères. Et derrière, au bout de 2 convocations non acceptées, c'est directement chez le procureur. Donc il y a des choses qui existent, mais il faut encore aller beaucoup plus loin. Là, il y a un vrai chantier, c'est-à-dire l'obligation à l'accompagnement parental, c'est une mesure de salubrité publique. Parce que l'obligation à l'accompagnement parental. Attendez, on parle du réel. Le réel, c'est quoi? Vous allez avoir une maman qui a eu son premier gamin à 16, 17, 18 ans, le papa qui est parti, il n'y a personne, elle-même, elle n'a pas fini son éducation, entre guillemets, le premier gamin, le deuxième gamin avec un autre papa. Je ne fais pas de jugement moral, mais c'est de ces gamins-là dont on parle. Donc, vous allez sanctionner, vous allez mettre de la prison, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas régler le problème. Non, mais j'ai eu cette discussion hier. Pourquoi hier je n'étais pas à l'Élysée? Pourquoi? Parce que je déjeunais dans une école. Chaque mois, je déjeune dans une école. C'est plus intéressant de la ville. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais c'est intéressant. Je dis ça. Avec les représentants des parents d'élèves, avec directeurs, directrices et l'ensemble des services, etc. Et quand on parle de responsabilité parentale, hier, dans l'école où j'étais, 30% des enfants
était absent. L'école est obligatoire. Ouais. Encore obligatoire. Encore obligatoire. Même Nous début sommes juillet. au 1er juillet. Ouais. Les parents ne mettent plus leurs enfants à l'école. Et on ne sait pas où sont les enfants. Ils ne sont pas tous partis en vacances. Et on ne sait pas où sont les Surtout enfants. dans ces quartiers. Et donc, ce que j'ai dit au directeur et à la directrice de l'école, enfin maternelle et élémentaire, j'ai dit, mais derrière, mais c'est à vous aussi de jouer, avoir votre rôle, de détecter, d'informer les services de l'éducation nationale, mais également nous-mêmes, pour qu'on puisse aller chercher les parents. Parce que là, c'est inacceptable que les enfants ne soient pas à l'école Bien sûr. Bien. une semaine Alors, avant la fin de semaine. nos auditeurs. Oui. Séquence auditeur. Mohamed est à Perpignan. Bonjour Mohamed. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à vos invités, aux auditeurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Couper les voilà, allocations je voulais ne sert à revenir. rien, vous avez peut-être d'autres solutions. Peut-être que les sanctions, les sanctions financières, je pense que ça peut porter préjudice à toute une famille. Peut-être, je pense que les délinquants, ça vaut le coup de le faire payer par les travaux obligatoires. Moi, je pense à autre chose. Monsieur Ménard a parlé du quartier La Devèze. Le quartier de La Devèze, mes souvenirs des années 70 où il y avait la grande équipe de Béziers, déjà on nous disait attention, La Devèze, c'est un quartier très très dangereux, où ça remonte à très loin. Oui. Mais je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des villes au-dessus de 150 000 habitants, l'interdiction des permis de construire, permettre la rénovation. Et Je comprends pas très bien, Mohamed. Je comprends pas. Travailler sur les villes, mais c'est ce qui se passe. Hein. Le permis de construire sur les grandes villes, pour éviter d'avoir des quartiers. Oui, j'ai compris. Pour éviter d'avoir des concentrations de population. C'est vrai. Mohamed a entièrement raison. Je prends l'exemple de la ville de Reims. Je vous l'ai dit, 45% de logements sociaux. Dans le cadre de la rénovation urbaine, normalement, c'est un logement détruit, un logement reconstruit. Oui. Nous avons une dérogation, comme Saint-Denis d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à Reims, je détruis 1800 logements sociaux et je ne les reconstruis pas. Parce que l'objectif, dans le cadre de la rénovation urbaine, bien sûr. et pourquoi Vous ne l'objectif? les reconstruisez pas. L'objectif, c'est de dédensifier. Bien sûr. Et pendant des années, on a densifié nos quartiers, construction sur construction. Ça, donc on a rajouté les problèmes aux problèmes, et donc on dédensifie. Mais encore une fois, ça, le maire ne peut pas prendre la décision seul. Si j'avais peu la dérogation des services de l'État de l'ANRU, je C'est-à-dire n'aurais que pas le pu le maire faire. ne peut pas décider seul. Mais non, dans le cadre de la rénovation urbaine, il y a une règle, c'est un logement détruit. Quand j'étais parlementaire, mais même la loi n'est pas appliquée, puisque moi, quand j'étais parlementaire, j'étais rapporteur général de la loi égalité et citoyenneté, et j'avais porté un dispositif qui avait valu que mes copains de gauche à l'époque avaient été assez critiques à mon égard. J'avais dit, il faut qu'on interdise de rajouter le dernier décile, c'est-à-dire les 10% les plus pauvres, dans les quartiers où il y a déjà 25% de plus pauvres. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas appauvrir des quartiers déjà très pauvres. Et en fait, ça a été voté, mais on n'arrive pas à l'appliquer. Richard est à Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour à vous. Bonjour Richard, qu'est-ce que vous vouliez dire de votre côté? Allez. Ah ben, j'avais écouté Robert Ménard, mais il est parti là. Oui. Et en fait, Robert Ménard nous avait précisé lors d'une émission qu'il aurait bien donné une gifle à un gamin qu'il avait reçu, parce qu'en fait, il pensait que c'était la meilleure des solutions. Et ma question, elle est simple. Est-ce que aussi, d'abord pour la partie des allocations, moi je pense que c'est une petite mesure malgré tout par rapport aux dommages que peuvent faire certains jeunes. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Moi, je pense qu'il faut surtout responsabiliser les gens qui peuvent avoir une emprise encore sur ces jeunes, si c'est possible. C'est les pères. Et le père biologique, il doit rester responsable envers et contre tout. Et aujourd'hui, on a une forme de laxisme à ce niveau-là. C'est ce qu'on parlait. On parlait de l'obligation parentale. Hein? Ouais, tout à fait, ouais. Mais par contre, moi, je constate aujourd'hui une chose. Je pense que les personnes qui sont autour de vous ont fait des mariages, beaucoup, et on rappelle lors des mariages que les punitions corporelles sont interdites. Et je trouve que c'est une grande idiotie, parce que les petites punitions évitent les grandes punitions. Moi, je pense que très tôt, recevoir un petit coup de gaule, ça remet dans le droit chemin, et on sait dire non avant de savoir parler. Oui, mais Richard... Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'erreur. Oui, mais Richard... Bien souvent, malheureusement, on s'adresse à des familles décomposées. Le père n'est plus là. Occupons-nous des prochaines. Celles-ci, elles sont perdues. Je pense qu'il faut admettre ça, quoi. Il faut s'occuper des prochaines et ne pas aller à Singapour. Vous pouvez vous promener dans la rue sans aucun problème. Il y a une raison à ça. C'est l'application de la loi qui s'applique aux adultes. Hein. Je demande pas ça.
Mais pour les enfants, vous avez des petites gaules qui permettent aux parents de corriger leurs enfants et de les mettre dans le droit chemin. Un gamin, il n'a peur que de son père. Oui, Richard a raison. En fait, c'est nouveau dans les articles issus du Code civil que droits et devoirs des futurs époux, depuis un an et demi, il y a cette phrase: l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Donc c'est vrai que c'est indiqué, mais la solution n'est pas de dire aux parents vous avez carte blanche pour taper vos enfants. Attendez, quand même, à Aulnay-sous-Bois, vous connaissez bien Aulnay-sous-Bois, Razia m'a dit, les femmes des 3000, les 3000 c'est grande cité. Les femmes des 3000 ont plusieurs associations. Et c'est très amusant parce que je vais vous dire ce que raconte, j'ai lu ça, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est dans Le Point, Binetta, c'est son prénom, habite les 3000 et a créé une association qui s'appelle, alors attendez, je vais trouver ça, Binetta, ça s'appelle la Calebasse, son association. Elle a travaillé toute sa vie auprès d'enfants en souffrance. Vous connaissez cette association, la Calebasse. Bon. Elle se bat contre des jugements définitifs. Beaucoup de femmes se lèvent à 4h du matin, je vous dis ce qu'elle dit, pour aller travailler sur la plateforme de Roissy ou sur Paris. Après la coupure, elles reprennent à 16h. Qui va éduquer les enfants si ce n'est pas la rue? Si elles ne travaillent pas, qui va payer le loyer? Bon, alors qu'est-ce qu'elle dit? Le souci, c'est le papa. Ils s'en foutent ou ils sont au travail. Ils s'en foutent où ils travaillent. Ils n'ont pas pris part à toutes nos manifestations pour essayer de ramener le calme dans le quartier. Ils nous filmaient simplement. Simplement, ils nous filmaient. Dans la culture africaine, l'éducation est l'affaire des mamans. Et quand l'enfant est délinquant, c'est toujours leur faute. Ça veut dire qu'aussi, dans certains quartiers, la population africaine a pris le pas sur la population mabrienne ou la population d'autres communautés. Et en même temps, vous avez un dicton africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Alors attendez. Aïssatou, c'est une autre. Elle a aussi une autre association. Elle a 4 enfants. 7-13 ans. Il faut un suivi de leur fréquentation, de la scolarité, surtout quand ils rentrent au collège. C'est là que tout se complique. Et elle a employé la méthode à l'africaine. Juste une fessée pour les cadrer. Oui, mais Binetta acquiesce. Il y a la fessée éducative et la fessée maltraitante. Éduquer, ce n'est pas frapper. Ce qui manque dans notre milieu, c'est la communication avec eux. Ces châtiments, évidemment, font débat entre elles. Quand un enfant reçoit une gifle, dit une autre élue de ces associations, on parle de maltraitance. Les parents sont convoqués, des signalements sont faits, ne comprennent pas le message, ils abandonnent la partie. Elle a très bien défini. Elle a tout dit. Et je pense que les parlementaires ont d'autres choses à faire que de s'occuper de la fessée. Que de s'occuper de savoir si un parent va donner une fessée tous les 2 ans ou 3 ans ou sur un acte grave. Évidemment, faut pas. On a quand même beaucoup d'autres sujets à régler et à gérer. Des fois, il m'arrive. Vous êtes d'accord, Richard? Moi, ma grand-mère qui était commerçante, elle vendait des martinets. Je suis d'accord. Et alors, j'ai reçu un coup de martinet, ça m'a pas. Moi aussi, j'en ai reçu des coups de martinet. Bah oui. Non, mais ça, tout à fait d'accord pour dire qu'on doit enlever cette loi scélérate et permettre aux parents de corriger leurs enfants sans les frapper. Alors attention, il faut des limites, évidemment. Il y a des limites. Mais les limites, c'est pas non plus à l'État d'autoriser les parents en disant les parents, vous êtes autorisés à frapper votre enfant. Mais par contre, c'est une illusion. Moi, j'ai grandi comme ça. On faisait des bêtises. On savait que la seule crainte qu'on avait, c'était le jugement du père et l'application de la peine. Après, vous avez, si je peux me permettre, la majorité des grands gangsters et grands voyous qui ont été des enfants battus. Oui. Non, mais entre enfants battus et recevoir. Rien à voir. Bon, Richard, merci, vous avez réussi. Richard est ingénieur, il a réussi sa vie. Bon, oui. Non, mais ce que je veux dire, ça me fait penser à la polémique suite aux propos du préfet entre une claque et Oli. Préfet de l'Hérault. Mais quand j'ai vu une claque et Oli. Je veux dire, les réactions de certains politiques, mais on se dit, mais dans quel pays on vit, quoi? Pathétique. Et la LFI, un signalement à l'article 40, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il y a un moment, on vit dans quel monde? Vu la situation, c'est-à-dire que les gens dans la rue disent, mais oui, ils sont pas sérieux. Qu'est-ce que vous avez engagé là, Reims, sur les expulsions? Racontez-nous, parce que c'est intéressant. Vous travaillez, vous avez mis en place une cellule de veille tranquillité résidentielle. Avec la ville de Reims et la présidente de la communauté urbaine de Grand Reims, Catherine Vautrin, donc nous travaillons main dans la main et nous avons mis en place il y a maintenant à peu près 2 ans
une cellule de tranquillité résidentielle. Chaque mois, nous réunissons autour de la table les bailleurs sociaux, le procureur, le sous-préfet, le DDSP, le directeur de la sécurité départementale, donc le commissaire, le directeur de la police municipale, et nous faisons le relevé de toutes les incivilités ou les remontées de terrain que nous avons des habitants. Et nous faisons un travail chirurgical, adresse par adresse, et nous amenons des solutions que nous amène la police dans nationale. un hall d'immeuble, par exemple, il y a dégradation ou installation d'un trafic. Voilà. Paf, excellent. Immédiatement, on intervient. Mais ça ne suffit pas. Oui. Et donc, nous avons voulu aller plus loin. Parce que moi, je ne peux plus entendre chaque semaine, soit sur mes visites de terrain ou dans mon bureau à l'hôtel de ville, des gens qui viennent et qui me disent, monsieur le maire, aidez-nous à déménager, on n'en peut plus parce que telle famille nous pourrit la vie, ou les enfants, trafic de drogue, etc. Et donc, nous appliquons une loi de 1989, votée par la gauche, je le précise, qui peut nous permettre de pouvoir expulser, au moins de mettre en place des ruptures de baux. Il faut la faciliter. Voilà, pour les faciliter, quand une famille ou je veux dire, dégrade la vie dans un secteur ou dans un quartier. Donc nous avons voté au conseil municipal la semaine dernière et au conseil communautaire également jeudi dernier cette convention que nous signons demain. Alors je dirais qu'on était rattrapé par la réalité parce que nous avions un peu anticipé et travaillé sur le sujet bien avant. Et donc demain je signe avec Catherine Vautrin, le procureur de la République, le DDSP et le sous-préfet cette convention. Et on va assermenter également des références sécurité pour chaque bailleur, ce qui permettra d'être plus réactif, notamment dans la prise en compte de toutes les dégradations, et à partir de là, de faciliter les ruptures de baux pour les familles qui... Dans ce que vient de dire Arnaud Robinet, on a là le sillon qui peut dessiner un début de solution nouvelle et qui ne soit pas une redite de la scène d'estrade, le jeu d'estrade qu'on a périodiquement. C'est décentralisation de l'autorité, cadre clair, simple, avec pas de devoir sans droit, pas de droit sans devoir au niveau national, et la gradation dans l'accompagnement de la responsabilité. Vous venez ici, bon, ça va pas le gamin, est-ce que vous êtes prêt à être accompagné pendant 1 an? Donc ça veut dire tout le dispositif d'accompagnement, il ne faut pas que ça soit que les fonctionnaires, il faut voir les associations, l'éducation. Ok, on accompagne. 2, on voit qu'il y a des problèmes psychiatriques, peut-être que les parents, donc l'accompagnement médical. 3, on sort le gamin de la famille. On sort le gamin de la famille, ça existe. On le sort, on l'isole, on essaie de le sauver. Et le sortir du quartier. Malheureusement, parfois, c'est pas toujours respecté. Alors, on va poursuivre. 11h48, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h51. Allez, 11h51, quelques minutes encore. Vous esquissez quelques solutions pour essayer de... Alors, je vais revenir sur, évidemment, ces émeutes. J'ai des questions à vous poser. Était-ce, parce que vous êtes observateur de terrain, donc vous connaissez bien le terrain, était-ce de la délinquance avant tout? Y avait-il des revendications communautaires ou était-ce simplement une défiance à l'autorité de l'État? Il n'y avait pas de revendication particulière et c'était une défiance ni autre. Non, ni aucune autre. revendication. C'est ce qui m'a marqué. Aucune revendication. Le prétexte de la mort de Naël, et je dirais, on peut pas le comprendre. Il n'y avait aucun lien. C'était vraiment une défiance vis-à-vis de l'autorité et dégradé pour dégrader. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, je vais vous dire, malheureusement, dans la nuit du juillet à vendredi, les forces de l'ordre ont été dépassées parce qu'on s'attendait pas ça à Reims. Et donc, je visualisais, grâce à la vidéoprotection qui a d'ailleurs montré toute son utilité, ce qui passait sur le secteur et l'intervention des forces de l'ordre. Mais quand je voyais des mamans à 2h du matin rentrer tranquillement chez elles avec les sacs ou les caddies du commerce qui devaient être saccagés, je me dis il y a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'on avait les enfants qui dégradaient et qui saccageaient, et les mamans derrière qui venaient piller et qui entraient. Donc là, on a quand même, j'ai l'impression de vivre dans un autre monde, franchement, dans un autre monde. Et donc là, ce qui est intéressant, sociologiquement, mais par rapport aux solutions même que nous devons apporter, c'est que moyenne d'âge 17 ans, donc ça va de 12 ans à voilà. Mais c'est le fait également que 60%, 70% des interpellés sont inconnus du service de police. Et je me suis dit, tous ces jeunes qui participent, du moins à ces pillages, à ces dégradations, ce sont des jeunes que moi je rencontre lorsque je vais
à l'école, quand je vais dans les collèges pour présenter ce qu'est l'institution de l'hôtel de ville, la mairie, lorsque je fais les distributions de dictionnaires, etc. Donc ces jeunes avec qui on est en contact et qui là sont partis dans l'expression, bien qu'elle soit un petit peu en décalage avec la dureté, le drame de la situation de Gremlins. Oui, c'est-à-dire c'est tout mignon la journée et des monstres la nuit. Et ça, c'est très important parce que il y a aussi une dimension psychiatrique, quasi de l'ordre de l'anthropologie, par rapport au fait qu'aujourd'hui, politique, police, etc., citoyens, on a l'impression qu'il y a un monde parallèle. Ce monde parallèle nourri de situations sociales particulières, d'une désagrégation de la notion morale de responsabilité dans la famille et vis-à-vis de la société. Faut l'analyser, savoir d'où elle vient. Un peu l'instruction civique, elle n'existe plus. Et dans un deuxième temps, vous avez aussi quelque chose qui est quand même important. Moi, je dirais pas c'est la faute des jeux vidéo, parce que les jeux vidéo, sur la planète entière, les gens jouent aux jeux vidéo. Et on n'a pas des émeutes sur la planète entière. Par contre, on a des gamins qui passent 4-5 heures dans un monde parallèle, au moins, qui est numérique, qui est à travers un écran. Et ça, je crois que c'est aussi un petit peu un sujet. Alors je dis pas que c'est le sujet, mais que l'école, on s'en occupe pas, que du point de vue sanitaire social, on s'en occupe pas. Est-ce que vous, en tant que parent, vous diriez qu'il n'y a pas un dispositif à mettre en place lorsque votre gamin passe 4-5 heures dans un endroit ? Bon, 4-5 heures, vous avez des gamins qui passent 4-5 heures aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que c'est une prise de conscience nécessaire, parce qu'il y a moins de 10 ans, les pouvoirs publics distribuaient des écrans gratuitement dans les écoles. Hein. Voilà. Donc il ne faut pas non plus jouer au plus malin, mais quand même. Vous savez, ça fait des années qu'on se dit comment aller choper cette génération, enfin cette tranche d'âge, les 15-17. Parce que dans les quartiers, enfin dans toute la ville, si je prends l'exemple de Reims, nous avons des activités. Je prends cet été, 140 activités gratuites pendant tout l'été pour tous les jeunes de la ville. Nous avons également, pendant la période scolaire, après le périscolaire et à partir de 17h jusqu'à 19h, des activités, des prises en charge dans les maisons de quartier, des associations. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais nous le faisons. Mais on a cette tranche d'âge, 15-17, qu'on n'arrive pas véritablement à capter. À capter. C'est là à attirer. Et là, il y a une vraie question. Donc, ça fait des années, moi, depuis que je suis maire, depuis 2014, avec les animateurs, avec les maisons de quartier, avec les associations, on est en train d'essayer d'imaginer des choses pour capter ces jeunes. J'avais fait une proposition à l'époque, qui était la dotation d'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'on considérait que pour chaque gamin, on avait un moyen financier, c'est-à-dire une allocation de départ, et accompagné par des structures à la fois publiques et associatives, vous devez monter un projet. En plus, vous pouvez mettre votre dotation ensemble, c'est-à-dire vous pouvez mettre à 7-8, vous mettez ensemble, et vous montez soit une structure, soit vous montez un projet d'éducation, mais quelque chose qui est entreprenant, engageant. Ça fonctionne, et c'est ça, pour dire que là on parle de jeunes, mais c'est pas toute la jeunesse, parce que nous avons aussi des jeunes de 15 à 17 ans qui entreprennent, qui créent, qui innovent, qui participent à des dispositifs où justement ils s'impliquent dans la vie de la cité et ils récoltent de l'argent pour ensuite faire un déplacement. Je rappelle qu'essayer de trouver des solutions, c'est garantir la sécurité pour tous. Je voudrais quand même le rappeler, et notamment la sécurité pour les commerçants. Première des libertés. Première des libertés, c'est la sécurité. Bien, merci messieurs. Merci à vous. Merci. Passionnant. Merci. 11h56, vous êtes sur Sud Radio. Nouvel invité dans un instant, juste après les infos de midi, Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Merci.